Au cœur du pays Carnut, là où la Loire trace un chemin d'argent entre la forêt et les champs, s'élevait la grande cité gauloise de Cénaboum. C'était une ville prospère, vivante, bruissante du commerce des grains, du sel, du vin et des métaux. Son port, actif et réputé, servait d'escale aux marchands venus de toute la Gaule. Derrière ses fossés et ses buttes de terre, un oppidum fortifié veillait sur la cité, à la fois forteresse, marché et place forte. Mais cette prospérité attira bientôt les regards d'un empire en pleine expansion, Rome. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sous le commandement de Jules César, les légions romaines avancent à travers la Gaule. Elles ne conquièrent pas seulement par les armes, mais aussi par la politique et les alliances. Au pays des Carnutes, Rome soutient un prince issu d'une longue lignée royale, Tagésios, fils d'Elkézoïs. Son accession au trône n'est pas due au seul héritage, mais aux pressions de César, car, selon la volonté du précédent roi, Priscos ou Priscus, la royauté devait revenir au souverain pontife des Druides. César, lui, en décide autrement. Tagésios n'est pas aux yeux des Romains un barbare, c'est un guerrier valeureux qui a battu à leur côté contre les Armoricains, les Helvètes, les Germains et les Belges. Mais le peuple carnute est fier, indépendant, attaché à ses druides et à ses traditions. Il supporte mal la tutelle de Rome et se défie de ce roi que l'on dit romanisé. Pour beaucoup, Tagésios est un usurpateur imposé par l'étranger. Il est donc écarté du pouvoir par une révolution de palais. César rappelle sa faveur dans la guerre des Gaules. Tagésios est un homme qui lui avait démontré sa valeur, son zèle et ses services lors de ses campagnes. Il le sert à son tour en le rétablissant sur le trône des Carnutes en 57 avant Jésus-Christ. Mais Tagésios sait que son pouvoir ne vient plus des dieux de son peuple, ni des anciens rois. Il vient de la puissance romaine. Il accepte donc, en échange de son trône, de faire de son royaume un protectorat latin, un choix politique, opportuniste et périlleux. Aux yeux des siens, ce serment d'allégeance fait de lui un traître. 3 ans plus tard, à l'automne 54 avant Jésus-Christ, Tagésios est capturé, supplicié et exécuté publiquement. Nul ne se lève pour le défendre. Aucun prince ne lui succède. Le pouvoir passe à l'Assemblée des Druides, qui n'était pas étranger à cet assassinat qu'il considérait comme un acte de justice sacrée. César comprend aussitôt la portée de ce meurtre. C'est un défi lancé à Rome, une provocation directe face à son autorité. Il redoute, avec raison, un embrasement général de la Gaule, d'autant que les Carnutes se rapprochent alors des Sénons, eux-mêmes révoltés après avoir chassé leur roi, jugé trop soumis. Sans tarder, César mobilise une légion venue de Belgique. Elle est commandée par Lucius Plancus. Les soldats marchent sur Cénaboum, traquent les régicides, les arrêtent et les livrent à César qui les fait exécuter sans pitié. Dès lors, Cénaboum est sous occupation romaine. Plancus y installe ses quartiers d'hiver, mais la présence militaire, brutale, devient vite insupportable. Les garnisons vivent sur les ressources du pays et imposent leurs lois. En janvier 52 avant Jésus-Christ, César est rappelé dans une Rome en proie à des affrontements meurtriers entre factions rivales. Son absence offre aux Carnutes une occasion rêvée. 2 chefs, Cotoatos, probablement druide, et Conconte-Dumos, décident de passer à l'action. Ils donnent le signal de la révolte, et c'est à Cénaboum qu'elle éclate. C'est ainsi que la garnison romaine est prise d'assaut. Les légionnaires sont massacrés. Fufius Cita, intendant des greniers à blé et homme de César, est mis en pièces. Les marchands romains connaissent le même sort. Leurs corps ensanglantés sont jetés dans la Loire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, de voix en voix, de village en village, portant l'écho d'une insurrection générale. De nombreux peuples gaulois se rallient, menés par l'Arverne vers Saint-Gétorix. De Rome, Jules César comprend le danger. La Gaule, jusque-là divisée, vient de s'unir. Il réagit avec une rapidité foudroyante. En 6 semaines, il traverse les Alpes, il franchit les montagnes enneigées et fond sur Cénaboum avec ses légions.
Les Carnutes n'ont pas le temps d'organiser leur défense. La ville est prise, pillée, incendiée dans un gigantesque brasier. Les habitants qui ne s'enfuient pas sont massacrés ou réduits en esclavage. César lui-même raconte cet épisode dans De Bello Gallico. Génaboum est prise d'assaut, livrée au pillage et incendiée. Les soldats sont passés au fil de l'épée. Cotoitos est capturé, supplicié, puis décapité. César épargne seulement le pont sur la Loire, clé de la logistique romaine vers le nord. Il laisse 2 légions hiverner sur place pour dissuader toute révolte. Cénaboum est anéanti. Quelques mois plus tard, Alésia tombe à son tour, et avec elle, l'indépendance gauloise. Pendant 3 siècles, le site reste un champ de silence, où ne subsistent que quelques fermes gallo-romaines éparses. Les ruines de Cénaboum dorment au bord du fleuve, comme un avertissement gravé dans la pierre. Ce n'est qu'à l'époque de l'empereur Aurélien, vers 270 après Jésus-Christ, qu'une nouvelle cité fortifiée avec un tracé régulier de type romain s'élève sur ses vestiges. Cette nouvelle ville s'appelle Aurelianum.